Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va parler effectivement de notre molécule ODS 101, donc inhibiteur first in class. First in class, ça veut dire qu'il n'y a personne devant. Aujourd'hui, il n'y a personne devant sur la cible RIPK2. Cible nouvelle, ça veut dire aussi cible nouvelle, ça veut dire aussi énormément d'exploration à faire autour d'une nouvelle cible. Et aujourd'hui, je pense qu'on va vous montrer quand même des données très intéressantes sur cette cible qu'on a obtenues avec notre molécule. Clairement, il y a encore beaucoup à explorer avec cette molécule sur cette cible. Et on va en parler aussi. Donc, on commence avec RIPK2. Donc, RIPK2, une cible, une kinase impliquée dans le système immunitaire inné, très fortement associée avec les récepteurs NOD1 et NOD2. Donc, des récepteurs, en fait, qui reconnaissent des infections bactériennes. Donc, ce sont des récepteurs, ben, vous le voyez là, ce sont des récepteurs qui reconnaissent, on peut dire, des motifs de bactéries qui sont des produits de dégradation de l'enveloppe des bactéries, qui induisent une réaction du système immunitaire avec le but de tuer les cellules infectées. Et ça, c'est quand tout marche bien. Ce qui est clair aussi, c'est que ces systèmes-là peuvent être dérégulés et sont dérégulés dans plusieurs, notamment des mutations de NOD2, sont très fortement liées à la maladie de Crohn et aussi des maladies rares comme le Blow syndrome et la sarcoïdose précoce. Donc, très clairement, un lien entre une dérégulation de ce système et les NOD1 et NOD2, quand il y a l'activation justement par l'infection bactérienne, ils s'associent avec RIPK2, ça forme un complexe, et c'est ce complexe en fait qui active et qui amène cette réaction immunitaire. Et on peut donc s'imaginer qu'un inhibiteur de RIPK2 est un très bon outil effectivement pour bloquer ces infections et tous les problèmes de maladies inflammatoires auto-immunes qui peuvent avoir lieu. Voilà, c'est un peu ce qu'on dit ici. Donc, on cible une nouvelle cible, justement, en réponse à ces troubles. Donc, si on regarde chez le patient ce qui se passe, là, on vous montre des données. Quand on regarde effectivement l'expression de plusieurs molécules dans la muqueuse colique inflammée, ça c'est important, dans la partie inflammée du côlon de patients, notamment en rectocolite hémorragique. Là, on voit très clairement, ici on voit le contrôle, ici on voit le tissu non inflammé et le tissu inflammé. On voit une augmentation très forte du récepteur NOD2, de RIPK2 et aussi on voit une augmentation très claire des cytokines pro-inflammatoires. Expression au niveau des gènes, c'est une chose. À côté de ça, il y a aussi une augmentation très claire au niveau des protéines, ce qu'on voit ici. Donc, c'est vraiment actif au niveau de protéines, cette inflammation chez le patient. Il y a un lien très fort entre ça et les systèmes NOD2 et RIPK2. Ce qu'on montre ici à droite, c'est des résultats obtenus par GSK, je pense dans l'année 2015, où ils regardent effectivement dans des biopsies de patients. Il regarde l'effet d'un inhibiteur de RIPK2 et vous voyez très clairement qu'au niveau de nouveau du pourcentage de la présence des cytokines pro-inflammatoires, un inhibiteur de RIPK2 peut très clairement, d'une façon dose dépendante d'ailleurs, inhiber la production augmentée de ces cytokines pro-inflammatoires. Là, on vient à notre molécule ODS 101, on dit first in class, ça veut dire qu'il n'y a personne devant, même si on n'est pas encore clinique, il y a aujourd'hui personne devant. GSK était là avec une molécule en phase 1, vous le savez, ils l'ont retiré, clairement un problème avec la molécule, pas du tout avec la cible, on va vous le démontrer aussi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on tient une molécule first in class de très grand intérêt, parce que je pense qu'il va vous démontrer que cette molécule a le potentiel d'être best in class aussi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle se présente d'une façon extrêmement intéressante, et c'est ce que vous voyez là. Donc là, on parle de la sélectivité et la puissance de la molécule. Donc ODS 101 est actif dans des tests biochimiques extrêmement actifs à 1 nanomolaire, c'est ce que vous voyez là.
Et on a regardé la sélectivité de cette molécule, aussi dans des tests biochimiques, à 1 micromolaire. On compare donc la molécule qui est active à 1 micromolaire, à 1 nanomolaire, pardon, avec sa sélectivité à une concentration 1000 fois plus élevée. Donc il y a 3 ordres de grandeur quand on regarde la sélectivité. Et ce qu'on observe, là, cet arbre représente le kinome humain. Donc on teste la molécule sur plus que 400 kinases. Et en fait, à cette concentration qui est 1000 fois supérieure à notre activité de molécule, on voit qu'on touche principalement et presque d'une façon extrêmement spécifique RIPK2. Donc la molécule très puissante et extrêmement sélective. Dans le monde des kinases, pour ce type de molécule, c'est unique. Hein. Les gens qui connaissent, c'est extrêmement compliqué de trouver des molécules avec une telle spécificité qui en plus est extrêmement active. Ce qu'on montre ici, c'est un autre type de spécificité. Ici, on a regardé des voies du système immunitaire activées par différents agents. Nous, on l'a déjà dit, la voie d'activation passe par les récepteurs NOD1 et NOD2. Et c'est exactement ce qu'on voit. Quand on inhibe 3 voies différentes, on bloque seulement la voie RIPK2, NOD1, NOD2, sans toucher à d'autres voies d'immunitaire. Donc aussi au niveau de signal, dans le sang humain, et ça c'est extrêmement important, je reviens dessus, dans le sang humain, on voit que la spécificité de notre molécule est aussi présente sur la voie d'intérêt, ce qu'on appelle target engagement, engagement de la cible. Là, on est dans le sang humain, et donc là, on voit que dans le sang humain, où toutes les protéines sont présentes, donc des protéines qui vont aussi capter des molécules qui circulent, on reste actif en dessous de 100 nanomolaires. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on sait avec ça, on peut avoir une molécule thérapeutique. Sur les autres voies, il n'y a pas d'activité. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement first in class, mais on a vraiment une molécule extrêmement intéressante, inhibiteur de RIPK2. En fait, on risquerait de la toxicité à 1 micromolaire, c'est ça? Non, pas du tout. On montre qu'on a une sélectivité. Et vous allez voir, les tests de toxicité, ça vient derrière. C'est déjà une première réponse. C'est les tests typiquement qu'on fait d'une façon précoce, on appelle ça early admit, pour voir est-ce que dans ces tests-là, est-ce qu'il y a des indications d'une toxicité éventuelle. Et là aussi, la molécule se comporte extrêmement bien. Typiquement, on teste des molécules à ce niveau dans différents panels. C'est des panels qui contiennent des récepteurs, qui contiennent des enzymes, qui contiennent aussi des canaux, justement pour voir avec potentiellement des risques associés. Et là, on voit aussi que dans les deux cas, 44 enzymes récepteurs, 131, on touche rien d'autre que RIPK2. Là aussi, une spécificité extrême de cette molécule. D'autres tests sont plutôt prédictifs pour des risques au niveau cardiovasculaire. Là aussi, on est extrêmement propre jusqu'à 40 micromolaires. Les CYP, c'est les cytochromes. On ne veut pas les toucher parce que bon, c'est quand même des molécules qui métabolisent d'autres médicaments, donc risque d'interaction médicament-médicament. Là aussi, pas de risque. Et en plus, bon, Mini-AIM, c'est un test où on regarde la mutagénicité au niveau d'ADN. Et là aussi, la molécule est extrêmement propre. Donc là, on peut dire qu'au moins à ce niveau, dans ce type de test-là, une molécule extrêmement propre, c'est ça qu'on veut, mais ce n'est pas toujours facile à trouver des molécules avec ces profils-là. Question derrière, est-ce que la molécule marche in vivo? Donc là, on regarde le PK, la pharmacocinétique de la molécule, dans ce cas-là, dans le rat. Le test qu'on a fait, on injecte de l'MDP, donc le motif bactérien qui va activer le système, et on regarde en fait le output en TNF-alpha, donc un cytokine pro-inflammatoire, et on regarde ce qui se passe avec notre inhibiteur. Ce qu'on voit là, et c'est extrêmement intéressant, déjà à partir de 10 mg par kilo de notre produit, on voit que l'augmentation du TNF-alpha par la présence de MDP est très, très fortement bloquée. Bloquée à plus que 80%. Et on voit qu'à partir de 30 mg par kilo dans le rat, on bloque complètement le système.
Et ça, c'est extrêmement important, parce que RIPK2, c'est une nouvelle cible. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment à quel niveau il va falloir l'inhiber. Peut-être on doit complètement bloquer la voie, mais peut-être que 50% sera suffisant, notamment, potentiellement, en combinaison avec d'autres produits. Ce qu'on dit ici, c'est qu'on a l'outil, on peut bloquer complètement, mais si on veut bloquer un peu moins, on peut adapter les doses et aussi inhiber au niveau souhaité. Ce qui veut dire que c'est une molécule extrêmement puissante, extrêmement spécifique, qu'on peut appliquer par voie orale, et ça c'est extrêmement important. Vous savez que les traitements aujourd'hui, et on va parler beaucoup plus dans le détail de ça, c'est les anticorps anti-TNF-alpha. Qui dit anticorps dit infusion, voie intraveineuse, avec potentiel le risque aussi d'une durée d'activité très longue. Ici, on parle d'un inhibiteur de kinase, petite molécule, applicable par voie orale. On s'est imaginé le lien vers la colite, le rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn. Je vous l'ai expliqué, il est très clair. On s'est quand même posé la question, est-ce qu'il y a d'autres colites qu'on peut regarder avec ce type de produit? Il faut savoir qu'au départ, il y a personne au monde qui a démontré une vraie pharmacologie avec un inhibiteur de RIPK2. Donc là, c'était notre défi aussi. Là, de nouveau, on va entrer beaucoup plus dans le détail derrière. On regarde les traitements de pointe aujourd'hui en oncologie, c'est l'immuno-oncologie, c'est les inhibiteurs du checkpoint qui deviennent extrêmement importants et qui auront un marché énorme, qui ont déjà un marché énorme, qui va continuer à augmenter, et ça va être plus élaboré dans le détail par Véronique plus tard. Bon, c'est quand même des molécules qui jouent sur le système immunitaire d'une façon extrêmement importante, et ce qui est clair aujourd'hui, qu'ils induisent des troubles de maladies de système immunitaire extrêmement importantes, des troubles à plein de niveaux, mais le niveau gastro-intestinal est extrêmement important comme trouble, comme effet secondaire de ces molécules-là. C'est ce que vous voyez ici. Si on regarde les grades les plus importants d'effets secondaires, vous voyez que c'est surtout la deuxième barre qui saute aux yeux. Donc, c'est les troubles au niveau gastro-intestinal. Et c'est là, effectivement, qu'on a décidé de développer un modèle nous-mêmes. Comme dit, il n'y a pas de molécules, pas de modèle pharmacologique dans lequel on a vu un effet d'un inhibiteur de RIPK2. Donc, avec toute l'expérience qu'on a dans notre équipe pharmacologique, on a décidé à construire un modèle qui adresse au même moment le colite au niveau de phase aiguë et de chronique. C'est ce qu'on montre ici. Ça, c'est le modèle. Hein. Il n'y a pas le traitement par notre molécule. Typiquement, on a combiné le DSS, qui est le modèle standard colite, avec un anticorps anti-CTLA4. Donc, c'est un des inhibiteurs de checkpoint utilisés en clinique dans le traitement du cancer. Et avec ça, on a réussi à construire un modèle extrêmement intéressant. Ce que je vous montre ici, donc bon, là, c'est le contrôle, donc pas d'effet. C'est avec l'isotype anticorps, donc non actif. Ce qu'on montre en bleu, c'est l'effet de DSS. DSS, c'est un irritant chimique qui induit une colite qui est aiguë et qui passe assez rapidement. C'est ce que vous voyez ici. En ajoutant l'anti-CTLA4, il y a une phase chronique qui s'installe, ce qu'on voit très clairement quand on regarde le poids des animaux. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est la prolongation très claire de cette phase d'inflammation, cette phase toxique pour l'animal. Ce qu'on voit aussi quand on regarde ce qu'on appelle le Disease Activity Index, c'est plutôt mesure au niveau des selles, c'est la composition des selles, c'est le sang dans les selles, c'est une mesure de l'activité de cette maladie colite. On voit aussi que dans le modèle, avec les CTLA4, donc cette phase devient beaucoup plus longue. Si on regarde maintenant les différents facteurs, les différentes composantes, je ne vais pas aller dans le détail ici de ce modèle. Ce que vous voyez, c'est que quand on compare la partie DSS, donc colite aiguë, avec ce qui se passe en rajoutant
l'anti-CTLA4, ben, on voit qu'il y a vraiment une exacerbation de ce problème chez l'animal, qu'on voit à plusieurs niveaux, quand on regarde la colite en histologie, quand on regarde le rapport entre le poids et la longueur du côlon, parce qu'il y a une inflammation du côlon très, très évidente, on va vous le montrer. Aussi au niveau de l'expression de plusieurs cytokines pro-inflammatoires. Donc on a vraiment un modèle qui nous permet de regarder aussi bien la phase aiguë que la phase chronique de cette maladie, de cette colite. Ce qui est très important, et je n'ai pas de slide là-dessus, on a aussi regardé qu'est-ce qui se passe quand on soumet un animal knockout RIPK2. Donc c'est un animal dans lequel, par transgénique, on a enlevé la cible RIPK2. Déjà, ce qui est très important, c'est des animaux qui se comportent extrêmement bien. On va revenir dessus. Ça parle sur la toxicité de la cible RIPK2 aussi, de son inhibition. Donc ces animaux sont tout à fait normaux. Ils n'ont pas de phénotype spécifique et ils se reproduisent normalement et c'est extrêmement important. Mais on a déjà vu que dans ce modèle, ben, il y a un effet protecteur avec l'animal knockout. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient derrière, c'est l'activité de ODS 101. Et là, ce que vous voyez, donc vous voyez l'effet du traitement. L'effet du modèle, et avec le traitement à différentes doses, 10 mg par kilo, 30 mg par kilo, 100 mg par kilo, il y a vraiment une protection très évidente avec la molécule qui en plus est dépendante de la dose. Et en fait, on voit à 100 mg par kilo, ben, la maladie, donc le problème, le modèle répond complètement, il y a une protection complète, et c'est la première fois au monde que quelqu'un a démontré ça avec un inhibiteur de RIPK2. De nouveau, on voit ça au niveau de la masse corporelle, du poids de l'animal, perte de poids, et on voit ça aussi dans le Disease Activity Index, donc qui regarde effectivement. Et là, de nouveau, ben, on voit une très forte protection par l'inhibiteur de RIPK2 dans ce modèle. Là aussi, on peut regarder ben, toutes les caractéristiques du modèle, hein, et c'est ce qu'on a fait. Et là bon, ces données-là, ben pour nous, pharmacologues, chercheurs, ces données sont extrêmement jolies parce que vous voyez la dose dépendance de ça. Ces deux graphes ici montrent d'un côté la concentration de notre molécule ODS-101 dans le plasma. Donc à 10 mg par kilo, on est autour de 5 micromolaires, ce qui correspond en fait avec une inhibition d'à peu près 60% de production de nouveau de TNF-alpha, de l'engagement de la cible. À 30 mg par kilo, on est à une concentration de 40 micromolaires, on bloque à peu près 80% de cette voie d'activation. Et donc à 100 mg par kilo, 130 micromolaires, ben on bloque complètement l'activité d'augmentation de TNF-alpha dans le plasma. Donc une dose-réponse extrêmement jolie. Là, de nouveau, quand on regarde les différents paramètres dans ce modèle-là, ben, les effets sont très clairs, notamment à partir de 30 mg par kilo, aussi bien au niveau de, quand on regarde les aspects du côlon, quand on regarde aussi l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires, notamment IL-1β et TNF-alpha. Donc un effet très clair de notre molécule. Ce qu'on a fait derrière, tous ces tests-là ont été faits chez Oncodesign à l'intérieur de la société. On a aussi regardé à l'extérieur avec la société Transcure. Et ce qui est important là, c'est qu'on a regardé un modèle de colite dans des souris humanisées. Et pourquoi c'est important? Parce que les souris humanisées, c'est des souris qu'on va aussi pouvoir utiliser avec des anticorps TNF-alpha, avec d'autres thérapies, justement pour comparer l'efficacité de notre molécule avec les thérapies du choix, les anti-TNF et aussi les JAK. On va pouvoir comparer, on va pouvoir mettre en compétition notre molécule, on va pouvoir aussi tester des combinaisons. Ce que vous voyez là, c'est que dans ce modèle, d'un côté, si on regarde l'aspect du côlon, donc dans ce modèle, il y a une très forte épaississement du côlon.
Donc ça se raccourcit. Il y a un épaississement très clair. Avec notre molécule à 100 mg par kilo, on a testé une seule dose dans ce modèle, parce que c'était la première fois qu'on l'utilisait. On voit très clairement une protection qui est extrêmement nette. Là, vous le voyez aussi, hein, quand on regarde les paramètres d'histologie, à 100 mg par kilo, notamment sur la partie distale, et ça c'est extrêmement important, la partie distale du côlon. Quand on parle de rectocolite hémorragique, c'est la partie distale qui nous intéresse le plus. C'est surtout là qu'on voit une protection presque complète. Dans ce modèle, il y a aussi un aspect d'endoscopie qu'on a regardé. Vous voyez là le problème qu'il y a dans ce modèle, donc l'épaississement du côlon. Et avec la molécule ODS 101, 100 mg par kilo, il y a une protection complète. Donc le côlon a un aspect tout à fait normal. Donc un effet protecteur démontré de notre molécule, des données extrêmement intéressantes. Vous avez déjà fait allusion au test de toxicité. Donc on a bien sûr fait notre étude exploratoire de 14 jours dans le rat de toxicité. Et là, on voit qu'à 30 mg par kilo, on est à notre dose sans effet secondaire, le NOAEL, No Adverse Effect Level. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'à cette dose-là, on bloque complètement l'activité RIPK2 NOD2. Ce qui veut dire qu'on inhibe complètement la voie pendant 14 jours et on n'a pas d'effet secondaire. Avec une seule prise, non? Ah non, c'est 14 jours. C'est 14 jours avec... oui. Ouais. Donc là, on est sur du BID, donc 2 fois par jour, on administre le produit. Et là, on n'a pas de toxicité quand on bloque complètement la voie, extrêmement importante dans les maladies auto-immunes. Quand on commence à jouer un peu le système immunitaire, il y a un grand risque quand même des effets d'infection opportuniste. Ici, donc dans ce modèle-là, à une dose relativement faible, clairement on bloque complètement la voie et on n'a pas d'effets secondaires. Et ces résultats, en fait, ont amené donc, la sélection de ODS 101 comme candidat médicament. Je reviens sur cette toxicité, parce que quand même, quand on regarde toutes les thérapies de choix aujourd'hui, les anti-TNF, les JAK, il y a des vrais effets de toxicité. Donc, il y a encore énormément de place à prendre. Donc, j'ai déjà parlé aussi des souris knockout, donc des souris qui n'ont pas le gène ni la protéine RIPK2. C'est des souris tout à fait normales, qui n'ont pas de problème, qui se reproduisent normalement, pas de phénotype toxique différent de l'animal wild type. Ça, c'est extrêmement important. Quand on regarde les JAK1, les knockout JAK1 ne sont pas viables. Ici, quand on bloque la cible RIPK2, il n'y a aucun problème au niveau de ces animaux-là. Donc, on peut s'imaginer qu'aujourd'hui, on a là une cible qui pourrait avoir nettement moins d'effets secondaires que les thérapies aujourd'hui de choix. Et on va parler du potentiel qui vient suite à ça. Bien sûr, avec tous les paramètres qu'on a générés, tous les paramètres de PK, tous les paramètres au niveau cellulaire, protein binding et autres, ça nous permet de faire une estimation déjà de l'efficacité chez l'homme et encore plus important, la marge de sécurité. C'est ce qu'on appelle la modélisation allométrique. C'est ce qu'on a fait et c'est encore précoce. Mais quand on fait ce type de calcul, on prédit une marge de sécurité de plus que 100 fois, ce qui est énorme. Même à 10 fois, on est déjà content. De plus que 100 fois, à une inhibition de 90% de la voie. Donc là, de nouveau, extrêmement importante, une marge de sécurité chez l'homme qui est clairement à notre faveur. Pour avancer vers l'IND, bien sûr, maintenant, il y a tous les tests réglementaires qu'on doit faire. Bien sûr, il y a une étude de tox sous BPL dans le rongeur, le rat, dans notre cas. Il y a aussi besoin de faire une étude de tox dans un animal plus grand. Et donc, cet animal, déjà, il faut l'identifier, il faut avoir des PK qui le permettent. Nous, on a déjà aujourd'hui identifié aussi bien le mini-pig
donc le mini-porc, sans doute en français, et le singe comme potentiellement les espèces qu'on va utiliser. C'est encore à nous de faire le choix dans les semaines, les mois à venir, et ce choix va se comporter justement sur quelle de ces espèces est plus proche de ce qu'on observe chez l'homme, notamment au niveau des métabolites formés. Voilà. Mais au moins, déjà, on sait qu'il y a 2 espèces potentiellement qu'on va pouvoir utiliser pour ce type de test. Pour finir, autour de cette molécule, la synthèse. Donc, c'est une petite molécule. On le synthétise en 8 étapes, ce qui est extrêmement bien, ce qui va en faire un produit qui n'est pas trop cher à produire. Et déjà, avec la synthèse actuelle, qui est la synthèse de recherche, on a fait plus que 100 grammes du produit en 8 étapes avec un rendement de 27% sur les 8 étapes. Je vous laisse imaginer. Donc, c'est déjà une synthèse extrêmement efficace. Et aujourd'hui, on est en train de mettre à l'échelle justement cette synthèse pour produire des kilos à mode GMP, justement dont on a besoin pour les études réglementaires. Donc avec tout ça, il y a une molécule assez unique avec une safety, une marge de sécurité très importante sur une nouvelle cible. Là, on a déjà démontré des résultats hyper intéressants et c'est que le début. Parce qu'avec une telle molécule, on va en parler aussi, on regarde aussi la colite. Tous les traitements aujourd'hui dans les maladies auto-immunes n'adressent pas une seule indication, mais ont le potentiel d'en adresser beaucoup plus. Donc là, on est sur le résumé, la conclusion. Donc, RIPK2, cible très intéressante, notamment dans les maladies auto-immunes, notamment dans les troubles gastro-intestinaux. ODS101, un inhibiteur de RIPK2 de choix, extrêmement sélectif, extrêmement puissant, avec un excellent profil de sécurité. On a dû créer un nouveau modèle en pharmacologie, et c'est là aussi que la force d'OncoDesign s'est clairement démontrée. On a créé ce nouveau modèle pour les maladies inflammatoires, colite aiguë et chronique. En plus, on a ouvert sur un marché très intéressant, ce qui sont les effets secondaires des checkpoint inhibiteurs. Pour la première fois dans ce modèle, on a montré effectivement un effet protecteur total. Très peu de risques avec la cible. Et ça, c'est extrêmement important en comparant avec les outils utilisés aujourd'hui en clinique. Dans les tests plus poussés de toxicité, les 2 semaines dans la rat, là, de nouveau, d'excellents résultats, même au niveau d'inhibition complète de la voie. Et donc, une molécule avec une production réalisable à un coût réduit. Donc, on parle aujourd'hui nouvelle cible RIPK2. On parle d'une molécule first in class. Mais en fait, je pense que déjà aujourd'hui, on a aussi le potentiel d'être best in class. Typiquement, une molécule qui est first in class, la première molécule qui entre en clinique, qui est testée chez l'homme, encore des failles. Parce qu'on veut explorer. Ici, on a une molécule qui va entrer pour la première fois dans l'homme rapidement, on espère. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé des failles pour cette molécule-là. Ça ne veut pas dire que c'est déjà tout gagné. Vous connaissez le domaine dans lequel on est. Mais on a identifié une molécule ODS101 qui a le potentiel, qui est first in class et qui a vraiment le potentiel d'être best in class pour les maladies dont on a parlé. Je m'arrête là.